fois que j'ai trouvé ma thématique, je vais élaguer énormément mon récit. Je vais jeter tout ce qui rentre pas dans la thématique, même si c'est des super anecdotes. Mais en fait, les décors, ça m'intéresse pas. Que ce se passe dans un bar, dans l'espace, sous l'eau, je m'en fiche. Je regarde pas les décors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages, l'expression des personnages, la position des personnages, pour voir si ça transmet une émotion ou pas. Et c'est là où je suis chiant. J'avais envie un peu d'expliquer quel était exactement le métier de scénariste. Comment ça se passait dans la construction d'un scénario? Comment on transformait son scénario pour le rendre, pour l'adapter pour qu'il soit en forme de bande dessinée et que ça soit le mieux expliqué pour que le dessinateur le transforme en case. Donc on va développer tout ce détail, toute cette structure pendant ces 20 minutes d'interview. Mais avant tout, j'aurais aimé que vous vous présentiez. Comment on est arrivé dans le domaine, enfin votre parcours rapidement et comment on en arrive à devenir scénariste. Jacques Benilly, moi je suis dessinateur, scénariste et coloriste et je suis venu au scénario par le biais du dessin. C'est-à-dire, je commençais vraiment comme dessinateur et par mon envie de raconter des histoires. Moi j'ai toujours voulu raconter des histoires et en fait moi j'ai commencé par le roman. J'avais écrit un roman policier alors que j'étais en poste, j'avais un travail qui n'avait rien à voir avec l'écriture. Et en fait, ça a cartonné, donc beaucoup plus que ce que j'imaginais. Du coup, j'ai pu quitter mon métier et en vivre. Et j'ai écrit des romans dans un peu tous les domaines, dont la fantasy. Et c'est par la fantasy qu'en fait, Christopher Leston, un jour, m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé par écrire des scénarios pour sa nouvelle maison d'édition qui allait se créer, qui allait s'appeler Draco. Et moi, j'étais ravi parce que je trouve que c'est un média incroyable. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais cette notion de mettre des images en fait sur les mots et sur notre imagination me titillait vraiment. Donc, j'ai accepté tout de suite. On va peut-être commencer du coup par cette question où tu l'as entamée. C'est vrai que j'avais prévu d'en parler. T'as été romancier et tu passes scénariste de bande dessinée et tu fais les deux en même temps. Peut-être que Jack, tu as fait du roman, je sais pas. J'ai pas vraiment fait du roman, j'ai fait tout de suite de la bande dessinée, mais ce qui m'a amené à l'écriture, c'est la naissance de mon fils, puisque j'avais du mal à faire du scénario pour mon livre de bande dessinée. Par contre, j'ai commencé par les contes pour enfants, et au fur et à mesure que mon fils grandissait, je racontais des histoires qui changeaient de tranche d'âge et qui le suivaient dans ses différents âges. Et c'est ça qui m'a permis de passer justement au scénario de bande dessinée, c'est avoir cette distance avec l'image, parce que sinon j'étais trop dans le visuel. Est-ce difficile de passer de romancier à la scénariste ou de livre jeunesse à scénariste? Est-ce qu'il y a une manière de penser, une structure différente pour de passer de l'un à l'autre? Alors, oui, de mon point de vue, moi, il y a deux choses qui ont changé, là, enfin, qui sont vraiment différentes. La première, c'est la taille. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit qu'il n'y a pas que la taille qui compte, mais quoi. Là, les romans, même un roman jeunesse classique, ça va faire 200-300 pages. Enfin, on parle en signe généralement, mais voilà. Mes romans de fantasy, ils pouvaient faire jusqu'à 1000 pages. Et en fait, là, on se retrouve sur du 46, 48, 54 pages, dans lequel il faut qu'on essaie de faire passer à la fois un scénario intéressant et de l'émotion. C'est-à-dire que quand vous lisez un livre et qu'à la page 300, les héros s'embrassent enfin, ou bien qu'à la page 350, le meilleur ami décède, normalement, ça nous fait quelque chose parce qu'on aura eu 300 pages de build-up. Lorsqu'on est sur une BD et qu'on est à la page 42, il faut avoir réussi à créer un attachement pour les personnages en 40 pages, ce qui est beaucoup plus difficile. Et la deuxième chose, et après je te laisse la parole, la deuxième chose, c'est vraiment les pièges qu'on nous donne. Alors nous, il y a un piège qu'on nous dit toujours en débutant de dire, tu peux pas dire dans la même case à un dessinateur, il rentre et s'assoit au bar. Parce que c'est deux actions, et donc il peut pas les mettre toutes les deux dans la même case. Et ça, je le savais. Je fais, mais Christophe, mais bien entendu, je le sais. Sauf qu'il y a un deuxième piège auquel je ne m'attendais pas. C'est par exemple une conversation entre deux personnages, une fille qui dit, t'as oublié mon anniversaire. Et le gars répond, si, justement, j'avais une surprise pour toi. Et elle fait, c'est trop mignon. Tu peux pas le mettre dans la même case parce qu'il y a deux émotions différentes. Donc c'est pareil, t'es obligé de faire deux cases différentes. Et en fait, ça, c'est pas évident quand tu viens du roman, parce que quand tu viens du roman, tu fais tout de manière un peu fluide. Et là, en fait, t'es obligé de réfléchir à ton découpage, non seulement pour qu'il soit cohérent pour toi et pour ton histoire, mais aussi pour qu'il soit cohérent dans la manière dont on dessine. C'est vrai qu'il y a le passage de l'écriture au visuel. En fait, quand je développe un scénario, le plus dur, c'est de surprendre le lecteur pratiquement en fin de chaque page, pour avoir un côté un peu feuilletoniste.
et en même temps d'avoir quelque chose de totalement cohérent, c'est-à-dire que lorsque le lecteur va tourner des pages, il va être surpris, mais ces surprises, elles doivent rester dans le cadre de la psychologie des personnages, et ce qui fait que ça doit être surprenant, mais en même temps totalement cohérent, c'est-à-dire le lecteur doit être persuadé que ça n'aurait pas pu se passer autrement que ce que amène la lecture. Et le meilleur moyen aussi de passer du texte à l'image, c'est le storyboard. Donc le storyboard, il peut être fait soit par moi, soit par le dessinateur. Et lorsque c'est storyboardé, lorsque le texte est storyboardé, je réadapte mon écriture en fonction de ces images aussi. Et du coup, comment ça se passe avec le dessinateur? Vous devez avoir tous les deux des manières différentes de travailler avec un dessinateur. En plus, toi, tu es dessinateur aussi à la base. Donc, quand tu as auteur complet, bon, bah, tu te parles à toi-même, je pense. Mais quand tu as un dessinateur avec qui tu travailles, comment tu lui fais passer, tu dis le storyboard, mais je sais que par exemple, il y en a qui font des tableaux Excel avec la partie dite, la partie non dite. Est-ce que comment toi tu travailles avec Jonathan par exemple avec Métamorphe? Alors moi effectivement déjà c'est Christophe Arleston qui m'a formé de zéro. Donc en fait il m'a appris ce qu'il appelle ou ce qui s'appelle en tout cas la méthode Goscinny, qui est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement à gauche tu mets le descriptif de la case, c'est-à-dire que si on devait décrire ici on dirait voilà il y a 3 personnes, 2 hommes, une femme qui sont assis sur des fauteuils, là je décris les vêtements, ce genre de choses. Et à droite tu as les différents dialogues et le contenu des bulles en fait. Donc, c'est comme ça que je travaille. Moi, je fais pas de storyboard. Je fais en fait un descriptif. Je fais quelquefois ce qu'on appelle un gaufrier, c'est-à-dire où vont les cases. Mais je décris ce qu'il y a dans les cases, mais je le dessine pas. Et après, justement, le dessinateur m'envoie lui son storyboard pour qu'on voit si on s'est bien compris, si on est d'accord. Et j'ai la même phase que toi, sauf que du coup, moi, je la fais après que le storyboard m'arrive. C'est-à-dire, je regarde aussi si du coup, ce que j'ai imaginé fonctionne bien. C'est-à-dire, quelquefois, je peux me planter et je peux me dire, ah bah là, en fait, par exemple, j'ai fait un raccourci qui est trop rapide, je le vois au storyboard. Et voilà, il faut savoir qu'en fait, au niveau du storyboard, je peux faire tous les changements que je veux, le dessinateur n'en voudra pas. Je peux lui dire, attends, enlève la case C, la case 6, finalement la case 5, dézoom, finalement la case 7, on va rajouter 3 personnages, etc. Une fois qu'on a dépassé l'étape du storyboard et qu'on commence à arriver dans le crayonné ou l'ancrage, là, je me fais défoncer. Donc, il faut être sûr que le storyboard, on soit bien d'accord, que c'est exactement ce que moi j'ai envie de représenter et ce que lui a réussi à compris et à représenter avec sa sensibilité à lui. Tu es d'accord, Jack? Oui, je revois ma copie en fonction du storyboard du dessinateur. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que chaque dessinateur a sa méthode. Donc moi, je m'adapte. Et c'est-à-dire que si le dessinateur n'a pas envie que je storyboard, tant mieux, puisqu'il va s'approprier l'histoire d'autant plus vite. Moi, je serai là juste pour un petit peu surveiller s'il tient bien le cap ou pas. Ce que je fais très attention aux fins de page, aux bas de page, c'est la seule chose auquel je tiens la plupart du temps. Sinon, c'est vraiment un échange qui varie en fonction de la demande de chaque dessinateur. Et en tant que scénariste, c'est vraiment le sel, parce qu'ils sont tous différents, quoi. Mais t'es dessinateur aussi. Est-ce que c'est pas plus dur? Est-ce que c'est pas trop dur en face à un autre dessinateur de ne pas imposer ta vision ou toi ta manière de travailler de dessinateur? Ah non, au contraire, j'ai envie qu'il me surprenne un petit peu. Donc j'ai envie que ça soit le dessinateur qui s'approprie le scénario comme s'il l'avait inventé. Et moi, je suis derrière plus juste pour l'aiguillonner pour qu'ils tiennent le cap. Après, sinon, ça peut être aussi certains dessinateurs où ils auront besoin vraiment d'être hyper cadrés, même que je positionne les bulles, etc. Et ça, s'il veut que je le fasse, je le fais. Mais c'est plus de boulot pour moi. Je m'étais rendu compte juste que j'avais pas répondu. Tu m'avais demandé spécifiquement pour Jonathan, et en fait, ça me permet de rebondir sur quelque chose pour rejoindre ce que tu dis. C'est qu'en fait, il y a des dessinateurs avec lesquels on a plus ou moins aussi de complicité, pas tellement en termes d'amitié, mais Jonathan, en plus, c'est un ami. Mais je veux dire aussi qu'on réfléchit de la même manière. Et ça veut dire qu'en fait, parfois, le storyboard peut être, ou en tout cas, la descriptive des cases peut être très court parce qu'on se comprend. Et quelquefois, il doit être très long parce qu'on se comprend pas. C'est-à-dire que Jonathan, par exemple, avec qui j'ai travaillé sur Métamorphe et sur Toute pour un, je peux lui dire la princesse recule choquée, et je sais l'expression qu'il va lui mettre. Je sais qu'elle va être là avec les yeux écarquillés, la bouche ouverte, tout truc comme ça. Je sais vraiment ce qu'il va faire et tout. Et avec d'autres dessinateurs,
ils vont être trop, soit dans vraiment le réalisme, genre elle est choquée comme ça, vraiment genre on voit quasiment rien, ou au contraire vraiment le côté hyper ça cartoon en fait, ça va être comme ça et tout. Et donc je vais être obligé de dire, elle est choquée, sa main droite se lève, elle a la bouche légèrement entrouverte, elle a les yeux vitreux, enfin voilà. Il faut que je rentre vraiment dans le détail parce que je sais que si je fais pas ça, en fait ça va pas correspondre à ce que je recherche. Alors qu'avec certains dessinateurs dont Jonathan, je mets il lui court après l'air perdu. Il sait exactement quel air perdu j'ai envie que le gars ait, en fait. Et moi, peut-être parce que je suis pas dessinateur, j'en ai rien à faire, entre guillemets, et Christophe d'ailleurs me tanne là-dessus, sur les décors. Mais en fait, les décors, ça m'intéresse pas. Que ce se passe dans un bar, dans l'espace, sur la lune, c'est pas sur la lune, sous l'eau, je m'en fiche. Donc que je regarde pas les décors. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages, l'expression des personnages, la position des personnages, pour voir si ça transmet une émotion ou pas. Et c'est là où je suis chiant. Est-ce que du coup, le fait que tu sois devenu scénariste de bande dessinée, ça t'a fait changer ta manière d'écrire des romans? Pas plus que ça, parce que j'avais déjà une écriture assez cinématographique. C'est-à-dire qu'en fait, je voyais dans ma tête un petit peu les scènes. Donc non, il y a juste le fait que maintenant, quand je suis dans un roman, j'essaye au contraire de me débarrasser de ce côté un peu elliptique qu'il y a dans les livres, dans les BD, parce qu'effectivement, dans les romans, on peut se permettre de se faire plaisir en faisant des scènes qui ne servent pas forcément l'histoire, mais qui mettent un intérêt parce que ça met une emphase sur tel ou tel point du personnage. En BD, quelquefois, je me bats pour réussir à mettre une page de contexte. Je fais, là, j'arrive à la mettre, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, ce qui est le plus important, quelle que soit l'histoire, c'est d'avoir des personnages qui soient forts et sympathiques, auxquels on puisse s'identifier. Après, ce que j'aime bien, c'est aussi rentrer dans les univers des dessinateurs, des différents dessinateurs, et du coup amener des histoires qui vont leur permettre de dessiner ce dont ils ont envie de dessiner. Pour certains, ça peut être l'univers de l'aviation, pour d'autres, ça va être des bateaux, pour d'autres, ça peut être une certaine époque. Et ce sont souvent des histoires c'est le dessinateur qui va me donner envie de raconter ce type d'histoire. Par contre, je détesterais les dessiner. C'est pour ça où là je me sens vraiment véritablement en scénariste et non pas en dessinateur. Les avions, j'aime beaucoup raconter une histoire qui se passe dans un avion. Ça peut être un contexte qui peut être très très fort. Après, dessiner un avion, pour moi, c'est... Je préfère demander à Michel Chevreau. Ouais, Michel Chevreau, qui est spécialiste, qui a son brevet. Du coup, je m'occupe des personnages. Je les place dans ce décor, et lui, s'il y a une connerie avec un manche à balai à droite alors qu'il est à gauche, il s'en occupe. C'est pas mon problème. Du coup, ça me permet de rebondir sur justement la variété des thèmes. Parce que du coup, alors, tu es plus jeune en scénario, mais du coup, c'est beaucoup de la fantaisie et de l'humour, ce que tu as fait en BD. Jack a fait une variété un peu plus, enfin un panel plus large. On est allé sur l'histoire, l'aviation, on a fait aussi de la biographie. Du coup, c'est difficile, mais peut-être tu peux intervenir aussi par le biais de ton métier de romancier aussi. Est-ce que c'est difficile est-ce que vous travaillez différemment selon la thématique? Comment vous travaillez les thématiques que vous voulez mettre en scénario ou en histoire? Par exemple, l'humour d'un côté, ou quand on va sur du drame, ou il y a une structure différente, il y a un style, comment vous adaptez les styles en fait? Alors déjà sur la structure, je rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les décors m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire de personnage que je vais raconter. C'est un garçon rencontre une fille, il tombe amoureuse. C'est une fille souffre-douleur, finalement réussit à reprendre le contrôle de sa vie. C'est vraiment ça. Et après, que la fille souffre-douleur réussisse à reprendre le contrôle de sa vie, que ce soit aujourd'hui, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit sous l'Empire romain, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais donc en fait, je rejoins effectivement ce que tu dis. C'est souvent, je m'adapte à ce qu'aime bien le dessinateur. Et si le dessinateur aime bien l'Égypte antique, et ben ça se passera à l'Égypte antique en fait. Donc tous les deux, vous êtes plus sur le personnage d'abord, vraiment créer un personnage, et ensuite il y a le contexte qui arrive derrière.
c'est des situations, en fait, ce sont des personnages qui sont antinomiques, qui ont chacun un objectif, qui vont à un moment certainement se télescoper, et c'est ça qui est intéressant. Après, il faut que les buts de chaque personnage soient vraiment clairs, quoi, que le lecteur soit avec eux, derrière eux ou devant eux, mais qu'il adhère au personnage, et du coup qu'il ait envie qu'ils réussissent à aller jusqu'au bout avec une série de mystères au fur et à mesure que l'histoire avance. Et un genre que tu affectionnes plus, est-ce qu'on est plus avec La fille de l'exposition universelle, où on est dans le Paris du 20e siècle, enfin fin 19e, début 20e siècle, un peu fantastique, Bon Voyage, où on est plus dans l'aviation, Arthur Cravant, où on a été sur la biographie. C'est quoi le genre que tu affectionnes le plus, toi? Ça dépend en tant que dessinateur ou en tant que scénariste. En tant que scénariste, j'aurais pu répondre à cette question en tant que dessinateur. En tant que scénariste, non, j'ai pas vraiment de genre spécifique que j'affectionne plus qu'un autre. Et toi? Bon, c'est pareil. Alors après, il y a ce que tu disais sur le côté de l'humour. En fait, le côté humoristique, c'est un peu quand tu regardes les premiers Marvel, ceux qui étaient bons. En fait, mais ce qui est intéressant, c'est que l'intrigue en elle-même est pas humoristique du tout. Tu regardes le premier Iron Man, l'intrigue est même assez sombre. Et en fait, ce qui va rajouter l'humour, c'est le comportement des héros, de Tony Stark, par exemple, si je reprends, et les dialogues. Et en fait, dans mes histoires, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas l'histoire en elle-même. J'essaie à chaque fois d'avoir des histoires assez sérieuses, avec des enjeux assez sérieux, parfois assez sombres. Mais ce qui va faire la différence, c'est effectivement parfois le comique de situation et parfois les dialogues et les répliques qu'il peut y avoir entre les différents personnages. Quelles sont les limites que tu dois te fixer pour ou vers quoi tu dois tendre pour que l'humour passe, où tu es sûr que ton gag ou ton comique de situation va être réussi? Bah alors il y a plein de choses, mais après déjà c'est un humour qui m'est assez particulier, donc en fait j'ai la chance que ça fonctionne, donc il y a pas mal de gens qui partagent cet humour, qui est un humour assez classique, c'est l'humour qu'on peut retrouver dans pardon pour la référence de vieux, mais qu'on peut retrouver dans l'Astérix de Chabat ou des choses comme ça. Donc c'est un humour qui plaît qui parle à beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'en fait moi je vais pas m'adapter pour essayer de faire rire des gens avec un humour qui est pas le mien, c'est les blagues que moi je sors en soirée en fait, que mes personnages vont sortir. Oui, mais là elles doivent devenir visuelles. Alors oui et non, parce qu'il y en a qui viennent tout simplement de la narration, de la discussion entre les deux personnages. Donc là, c'est encore une fois comme si je sortais la blague en soirée. Et après, ouais, moi j'aime, par exemple, il y a quelque chose qui marche bien, qui fonctionne bien. En tout cas, on m'a dit que ça fonctionnait bien et moi ça me fait rire. C'est un espèce de comment on appelle ça, le comique de répétition. Et notamment sur quelque chose que je fais beaucoup dans mes BD, c'est avoir en fait une case qui est exactement identique quand il y a quelque chose de gênant et ensuite la réaction. L'exemple classique qu'il y a, c'est fait très cliché, hein, mais voilà, le garçon qui tombe sur la fille, par exemple, ils se retrouvent tous les deux par terre, première case. Deuxième case, ils sont exactement dans la même position, tous les deux par terre, l'un sur l'autre. Troisième case, il y a la fille qui fait « tu pourrais peut-être t'enlever ». Et en fait, le fait d'avoir cette deuxième case où il s'est rien passé, où en fait, en gros, on attendait qu'il se passe quelque chose, fait un décalage qui fait que généralement ça fonctionne bien et que ça marche bien. Merci d'avoir ri parce que c'était difficile. Parce que toi, il y a une émotion qui est plus difficile à faire passer en bande dessinée qu'une autre? En fait, ça dépend vraiment du récit, du style du récit qui va donner je vais donner un ton dès le départ en fonction de mon histoire, et c'est vrai que je vais m'attire. Je suis peut-être moins dans l'humour, quoique par moment aussi j'ai plus un second degré qui est assez sarcastique. Je peux pas m'en empêcher, mais sinon j'essaie de rester vraiment dans un ton qui est un petit peu différent en fonction de la thématique de l'histoire. Alors, de ce que je comprends, c'est surtout le personnage qui est beaucoup travaillé, et ensuite il y a une histoire qui arrive. Enfin, il y a le décor et le contexte qui se rajoutent. C'est le conseil que vous donneriez aux jeunes scénaristes, de travailler surtout d'abord le personnage et ensuite de trouver le contexte? Alors, moi, il y a quelque chose que je peux dire parce que j'ai été beaucoup abordé en salon par des apprentis aspirants romanciers ou scénaristes. Et en fait, l'erreur qu'ils font tous, hein, c'est de pitcher leur histoire en parlant de l'univers. Et on n'en a rien à foutre.
Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, tous les gens, mais tous commencent en disant, alors voilà, en fait, c'est un univers dans lequel il y a 3 lunes, et il y a 4 peuples qui sont en guerre l'un contre l'autre. Les personnages. Ouais. Et en fait, on en a rien à foutre. Et en plus, moi, ça va, je suis assez sympathique, n'est-ce pas? Mais voilà, mais si jamais il a réussi à avoir 10 secondes avec un directeur de collection, quelqu'un qui a vraiment autre chose à faire et qui est pas sur sa chaise dans le dédicace, eh ben, il a 10 secondes, il a pas plus de temps. Et ce qui intéresse les gens, c'est pas ça. C'est pas qu'il y a 3 lunes, c'est pas qu'il y a 4 peuples qui sont en guerre. Il y a si je devais décrire le Seigneur des Anneaux à quelqu'un, si je commence à dire, alors voilà, en fait, il y a plein de peuples, il y a les elfes. Alors les elfes, tu vois, en fait, ils sont immortels. Enfin, on pense qu'ils sont immortels, hein, mais globalement, voilà. Il y a les nains. Alors les nains, ils sont des barbes. Alors, pas tous, mais la plupart ont des barbes et tout. Et puis, alors, attends, je vais t'expliquer, parce qu'en fait, il y a un endroit, ça s'appelle la Comté. Ben là, on a perdu tout le monde. Si on commence à dire, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui a aucune compétence particulière et se retrouve avec un anneau qui le rend invisible, mais qui a un pouvoir maléfique, il sait qu'il doit s'en débarrasser et il doit traverser le monde pour réussir à le balancer dans un volcan avec plein d'alliés qui vont l'aider. Là, on a quand même quelque chose qui peut déjà être un peu plus accrocheur. Donc, il faut parler des personnages. Et les gens parlent pas des personnages. Ce qui est intéressant, ma manière de procéder, en fait, j'ai écrit cette histoire pour moi au départ. Donc je m'amuse et je pars un petit peu dans tous les sens. Je me mets pas de frontières ou quoi que ce soit. Je pars, je me lance, je me jette à l'eau. Et puis au fil de l'écriture, il y a une thématique qui va se dégager petit à petit, qui va englober tout le récit. Et finalement, une fois que j'ai trouvé ma thématique, je vais élaguer énormément mon récit et je vais jeter tout ce qui rentre pas dans la thématique, même si c'est des super anecdotes. Et ça se trouve, ces super anecdotes, je les replacerai sur un autre récit avec une autre thématique. Mais là, du coup, ça me permet d'aller, c'est comme un entonnoir, mon récit est peut-être bon ou pas bon, mais au moins il est rond, il va vers quelque chose et c'est comme un train, ça va vraiment, ça rentre sous un tunnel, ça arrive à destination et il y a rien pour perturber cette histoire, même si elle est complexe, même s'il y a une intrigue à découvrir et au cours de l'écriture va se dégager aussi un pitch. Un pitch, ça va être un résumé de l'histoire que je vais pouvoir faire en deux, 3 phrases. Et il est important pour, entre guillemets, vendre le récit, mais il est important pour moi parce que ça recentre une fois pour toutes l'histoire. Et si j'arrive à pitcher en 3 phrases mon scénario, souvent je le réécris en fonction de ce petit pitch à la fin. T'as cette même lecture sur les BD historiques, parce que par exemple, tu as fait La Guerre des Amants chez Glénat, si je ne me trompe pas. Oui. On est dans un contexte historique. Exactement. Là, on reste quand même si on est dans un contexte historique, c'est le personnage qui prévaut. Et vous, c'était parce que c'est aussi particulier le contexte historique, parce que du coup, on veut raconter aussi une période. Donc du coup, là, c'est toujours le personnage et la trame principale. Le personnage ou les personnages. Oui. Ouais. Mais ça vaut aussi, et typiquement, mon premier roman, celui qui m'a lancé, c'était un roman policier, et on a tendance à penser que dans un roman policier, ce qui compte, c'est l'intrigue, puisque c'est le mystère, c'est le truc, etc. Et en fait, moi, mon roman, il avait quasiment pas d'intrigue. En fait, ce qui fait que ça a marché, c'était les personnages. J'avais un personnage qui était très fort, qui était un personnage que j'ai beaucoup dans mes romans. On se demande pourquoi, de loser dragueur, voilà. Et ce personnage-là, il a beaucoup plu, et le cast qu'il y avait autour a beaucoup plu, et c'est ça qui fait que ça a cartonné. Et l'intrigue, et d'ailleurs, si je regarde les commentaires, parce que du coup, comme ça, ce qui est intéressant quand un livre marche vraiment bien, c'est que du coup, on a beaucoup de commentaires sur Internet, comme ça, et voilà. On a beaucoup d'avis. Et ça permet d'avoir beaucoup de retours. Et les retours, mais ils sont tous quasiment identiques. C'est genre, le scénario était vraiment haché. Mais par contre, les personnages, etc. Le scénario, il s'est pas foulé. Mais les personnages, et en fait, mais les personnages fait que les gens ont aimé. Alors que le scénario, effectivement, en gros, c'est un tueur en série dans une boîte de nuit. Voilà. J'ai l'impression qu'on a bien travaillé cette thématique-là, cet univers de scénariste et comment on devient scénariste ou qu'est-ce qui est le plus important quand on travaille un scénario. Vous avez peut-être un dernier message ou un dernier mot à rajouter ou... Vas-y, moi, tout de suite, ça rien qui me vient. Ouais, là, comme ça, non. Là, je vous ai achevé. Ouais, Non, c'est bon. Non, mais on a abordé pas mal de sujets, donc c'est... On est à peu près... Là, c'est d'accord. Ouais.
Et Je m'attendais à ce que j'ai deux écoles, mais c'est vrai que là, super rare parce que moi j'ai vraiment une manière très fouillie de travailler. C'est assez rare que je tombe sur quelqu'un qui a une méthode aussi assez, alors pas fouillie du coup puisqu'il y a vraiment ce côté entonnoir. Mais moi j'appelle ça sculpteur. Alors, toi t'appelles ça entonnoir, mais c'est en fait avoir un morceau de glaise au début et en fait le sculpter jusqu'à arriver où on veut arriver. il y a bien cette fin de. Est-ce que tu veux rajouter? Non, bah non, je vais répéter ce qu'il a dit, c'est non. Bon, bah alors on reste sur ce côté sculpteur. Bah merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris un peu de temps de parler du métier de scénariste.